Dans la pénombre d'un appartement miteux de la banlieue parisienne, Émilie se réveilla avec une douleur lancinante à la tête, les poignets encore marqués par les cordes qui l'avaient maintenue captive. Elle avait été vendue, littéralement, pour 50 € à un inconnu par son propre père, furieux d'avoir découvert sa relation avec une femme. Mais au lieu de finir dans l'enfer qu'elle imaginait, elle se retrouvait libre, avec une lettre froissée dans la main expliquant qu'elle était l'héritière d'une fortune familiale cachée, le legs Moreau, dont elle ignorait tout. Émilie cligna des yeux, essayant de comprendre. La veille, tout avait basculé. Elle rentrait d'un rendez-vous clandestin avec Sophie, sa compagne depuis 2 ans, quand son père l'avait confrontée. « Tu es une honte pour la famille », avait-il hurlé, les veines saillantes sur son front. Il l'avait assommée d'un coup, et à son réveil, elle était ligotée dans une voiture en route vers une destination inconnue. L'homme qui l'avait achetée, un vieil avocat au regard fatigué, n'avait pas touché un cheveu de sa tête. Au contraire, il l'avait détachée et lui avait tendu cette lettre, signée par une grand-mère qu'elle croyait morte depuis des années. La lettre tremblait dans ses mains. « Ma chère Émilie, si tu lis ceci, c'est que ton père a franchi la ligne. Le legs Moreau est à toi, pas à lui. Il t'appartient de droit, par ton sang et ton courage. » Émilie sentit un mélange de rage et de confusion l'envahir. Comment son père, cet homme rigide et traditionnaliste, avait-il pu en arriver là? Elle se leva, les jambes flageolantes, et sortit dans la rue froide de Saint-Denis. Paris, la ville des Lumières, lui semblait soudain un labyrinthe d'ombres. Elle devait retrouver Sophie. Mais d'abord, comprendre ce legs qui changeait tout. Sophie, de son côté, arpentait les rues de Montmartre, le cœur serré. Elle avait reçu un appel anonyme la nuit précédente, Émilie a été enlevée. Ne cherchez pas, ou ce sera pire. Paniquée, elle avait alerté la police, mais sans preuve concrète, il n'avait rien pu faire. Sophie, avocate spécialisée en droits humains, savait que les disparitions liées à des conflits familiaux étaient courantes, surtout dans les communautés conservatrices. Mais pour Émilie, c'était personnel. Leur amour, né d'une rencontre fortuite dans un café du Marais, avait été un havre de paix dans un monde hostile. Maintenant, il était menacé par la bigoterie d'un père qui refusait d'accepter que sa fille aime une femme. Émilie prit le métro vers le centre-ville, son esprit bouillonnant. Elle repensait à son enfance à Lyon, où sa famille, issue d'une lignée bourgeoise, imposait des normes strictes. Son père, un entrepreneur prospère, avait toujours vu en elle l'héritière parfaite jusqu'à ce qu'il découvre des messages sur son téléphone. « Tu vas te marier avec un homme respectable ? Ou tu n'es plus ma fille », avait-il déclaré. Émilie avait choisi Sophie. Et maintenant, elle payait le prix. Mais ce legs ? La lettre mentionnait une fortune accumulée par sa grand-mère. Une femme rebelle qui avait fui un mariage arrangé pour vivre librement. Émilie se sentait connectée à elle. Comme si un fil invisible la reliait à cet ancêtre. Arrivée à Paris, Émilie se dirigea vers l'appartement qu'elle partageait avec Sophie. En poussant la porte, elle trouva la pièce sens dessus-dessous. Sophie avait fouillé partout à sa recherche. « Émilie » s'écria Sophie en la voyant, se jetant dans ses bras.
Les larmes coulèrent librement tandis qu'elle s'étreignait. Émilie raconta tout, l'enlèvement, la vente, l'avocat, la lettre. Sophie écouta, les yeux écarquillés. Ton père. Il a perdu la raison. Mais ce legs, c'est une bombe. Si c'est vrai, il va tout faire pour le contester. Elles s'assirent sur le canapé usé, planifiant leur prochain pas. Sophie, avec son expertise juridique, proposa de vérifier l'authenticité de la lettre auprès d'un notaire. Émilie hocha la tête, mais au fond d'elle, une peur grandissait. Accepter ce legs signifiait affronter sa famille publiquement, exposer leur homophobie au grand jour. Était-elle prête à payer ce prix? La société française, malgré ses avancées, regorgeait encore de préjugés. Des amies lesbiennes avaient perdu des emplois, des familles, pour avoir osé vivre ouvertement. Le soir venu, Émilie reçut un appel de son père. Reviens à la maison, et on oublie tout, grogna-t-il. Sinon, tu regretteras. Elle raccrocha, tremblante. Sophie la serra contre elle. On affronte ça ensemble. Mais Émilie savait que ce n'était que le début. Le legs Moreau n'était pas seulement de l'argent, c'était un symbole de liberté, mais aussi un piège potentiel. Son père avait des connexions, des avocats. Il ne lâcherait pas si facilement. Le lendemain, elles se rendirent chez le notaire mentionné dans la lettre. L'homme, un sexagénaire aux lunettes épaisses, confirma tout. Votre grand-mère a tout légué à vous, Émilie. À condition que vous prouviez votre indépendance. Émilie sentit un poids s'alléger. Mais un autre s'ajoutait. Prouver son indépendance signifiait rompre définitivement avec son père. Sophie, sentant son hésitation, murmura, c'est ton choix. Mais souviens-toi de ce qu'il t'a fait. De retour chez elle, Émilie passa la nuit à réfléchir. Les images de sa vente la hantaient. 50 € c'était le prix de sa dignité aux yeux de son père. Elle décida, elle accepterait le legs. Mais cela déclencherait une guerre familiale. Sophie, loyale, promit de la soutenir, ignorant que ses propres secrets risquaient de tout compliquer. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Émilie et Sophie. Le notaire avait révélé que le legs Moreau s'élevait à plusieurs millions d'euros. Investi dans des propriétés à travers la France, dont un château en Provence. Mais pour en prendre possession, Émilie devait signer des documents officiels, ce qui alerterait inévitablement sa famille. Son père, apprenant la nouvelle par un cousin indiscret, explosa de rage. Il engagea immédiatement un avocat pour contester le testament, arguant que sa mère était sénile au moment de sa rédaction. Émilie, déterminée, refusa de reculer. C'est mon droit, déclara-t-elle à Sophie lors d'un dîner tendu dans leur petit appartement. Sophie acquiesça. Mais une ombre passait sur son visage. Elle n'avait pas tout dit à Émilie, des années plus tôt. Elle avait eu une liaison avec une femme mariée, ce qui avait mené à un scandale mineur dans son cercle professionnel. Si cela ressortait maintenant, cela pourrait discréditer leur combat. On doit être prudente, murmura-t-elle. La première confrontation eut lieu au tribunal de Paris. Émilie, vêtue d'un tailleur strict, affronta son père pour la première fois depuis l'enlèvement.
Il la fixait avec un mélange de haine et de regret. Tu détruis notre famille pour cette perversion, cracha-t-il. L'avocat de son père présenta des arguments fallacieux. Émilie était instable. Influencée par Sophie, une activiste radicale. Émilie bouillonnait intérieurement. Comment osait-il? Elle témoigna calmement, racontant l'enlèvement, la vente. Le juge, une femme d'une 50aine d'années, fronça les sourcils, mais demanda des preuves. Sophie, appelée à la barre, défendit Émilie avec ferveur. L'amour n'est pas un crime. Ce qu'il est, c'est la violence familiale. Mais l'avocat adverse la questionna sur son passé, insinuant des doutes sur sa moralité. Sophie blêmit. Mais un bond. En sortant du tribunal, Émilie la serra dans ses bras. Merci d'être là. Pourtant, une fissure se dessinait, Sophie sentait le poids de ses secrets. De retour chez elle, une lettre anonyme arriva. Abandonne le legs, ou ta compagne paiera. Émilie paniqua. Était-ce son père? Ou quelqu'un d'autre? Elles décidèrent de renforcer leur sécurité, changeant les serrures, évitant les sorties solitaires. La pression sociale montait aussi. Des amis de la famille d'Émilie la contactaient, la suppliant de revenir à la raison. Pense à ta mère, disait-il. Sa mère, silencieuse et soumise, n'avait jamais osé contredire son mari. Émilie l'appela. Mais elle raccrocha en pleurs. Sophie, pour soulager la tension, organisa une soirée avec des amies lesbiennes du quartier latin. Là, Émilie rencontra Clara, une militante qui avait vécu une histoire similaire. La société nous force à choisir entre amour et famille, dit Clara. Émilie hocha la tête. Mais intérieurement, elle doutait. Était-ce valable? Le legs offrait la liberté financière. Mais à quel prix émotionnel? Le lendemain, un coup de théâtre, l'avocat de son père produisit un document falsifié, prétendant que la grand-mère avait changé d'avis. Émilie, furieuse, engagea un expert pour le vérifier. Sophie l'aida, passant des nuits blanches sur les dossiers. Mais lors d'une dispute, Sophie avoua son passé. J'ai eu une affaire avec une femme mariée. Si ça sort, on perd tout. Émilie se sentit trahie. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Sophie pleura, j'avais peur de te perdre. Cette révélation creusa un fossé. Émilie se replia sur elle-même, questionnant leur relation. Était-ce de l'amour vrai? Ou une illusion? La société les poussait à se cacher. Mais maintenant, les secrets internes les minaient. Elle décida de confronter sa mère seule, à Lyon. En arrivant, elle trouva une femme brisée. Ton père est un monstre. Mais je l'aime, confia-t-elle. Émilie apprit que sa grand-mère avait légué l'argent pour la protéger d'un mariage forcé. Comme elle l'avait vécu. De retour à Paris, Émilie pardonna à Sophie. On est plus fortes ensemble. Mais la menace anonyme se concrétisa, Sophie reçut des photos compromettantes de son passé, envoyées à son cabinet. Son patron l'a mis en garde, ça pourrait ruiner ta carrière. Sophie, dévastée, envisagea de se retirer. Émilie refusa, on affronte ça. Le tribunal reprit. Émilie présenta les preuves de la falsification.
Son père, acculé, admit l'enlèvement, mais le justifia par l'amour paternel. Le juge le condamna à une amende, mais le legs resta en suspens. Émilie sentit une victoire partielle. Mais le coup était élevé, sa relation avec Sophie était ébranlée. Et la société la jugeait. Les semaines suivantes virent l'escalade des tensions. Émilie et Sophie, malgré leur pardon mutuel, naviguaient dans un océan de doutes. Le legs Moreau devenait un fardeau autant qu'une bénédiction. Des journalistes, flairant le scandale, commencèrent à couvrir l'affaire, héritière lesbienne contre père homophobe. Émilie se retrouvait exposée, harcelée par des appels anonymes et des commentaires haineux en ligne. Retourne dans le placard, lisait-on sur les réseaux. Sophie, de son côté, luttait contre les retombées professionnelles. Son cabinet, conservateur, la relégua à des tâches mineures. C'est temporaire, assura son patron. Mais elle savait que c'était une punition. Elle envisagea de démissionner. Mais Émilie l'en dissuada, ne leur donne pas satisfaction. Ensemble, elles assistèrent à une manifestation pour les droits LGBTQ+ place de la République. Là, Émilie prit la parole pour la première fois publiquement. Mon père m'a vendue pour 50 € parce que j'aime une femme. Mais je ne me vendrai plus jamais. La foule applaudit. Mais intérieurement, elle tremblait. Un soir, un allié inattendu émergea, un oncle d'Émilie. Gay lui-même mais caché depuis des décennies. Il contacta Émilie en secret. Ta grand-mère m'a aidé autrefois. Je témoignerai pour toi. Son témoignage au tribunal fut décisif, il révéla que le père d'Émilie avait tenté de le déshériter pour les mêmes raisons. Le juge, impressionné, pencha en faveur d'Émilie. Mais le père, désespéré, fit une ultime manœuvre, il menaça de révéler des secrets familiaux, incluant une affaire d'évasion fiscale. Émilie, face à ce chantage, dut choisir, poursuivre ou abandonner. Sophie la pressa, pense à nous. Mais Émilie, hantée par les dommages, hésita. Une nuit, elle rêva de sa grand-mère, lui disant, la liberté a un prix. Au réveil, elle décida d'aller de l'avant, acceptant les conséquences. La confrontation finale avec son père eut lieu dans un café neutre. Pourquoi me haïr autant, demanda-t-elle. Il répondit. Les yeux baissés, j'ai peur pour toi. Dans ce monde. Émilie vit alors non seulement la haine, mais la peur. C'est ton monde qui est malade, rétorqua-t-elle. Ils se séparèrent sans réconciliation, mais avec une compréhension fragile. Sophie, quant à elle, affronta son propre démon, elle confia son passé à Émilie en détail, renforçant leur lien. Je t'aime pour qui tu es, dit Émilie. Mais la société continuait de peser, des amis les évitaient, craignant la controverse. Le verdict tomba, Émilie gagna le legs. Elle devint riche, mais isolée. Elles déménagèrent en Provence, dans le château, espérant un nouveau départ. Pourtant, des rumeurs persistaient. Sophie trouva un nouveau job dans une ING pro-LGBTQ+. Mais le stress l'usait. Une trahison inattendue surgit, Clara, l'amie militante, révéla être à l'origine des photos compromettantes, jalouse de leur relation. Je voulais tester votre force, avoua-t-elle. Émilie,
Blessée, rompit tout contact. Cela renforça son cynisme envers la communauté. Avec le legs en main, Émilie et Sophie tentèrent de reconstruire leur vie au château Moreau. Un havre de paix entouré de vignes. Mais les fantômes du passé hantaient les lieux. Émilie découvrit des lettres de sa grand-mère, décrivant sa propre lutte contre un mariage forcé et son amour secret pour une femme. « J'ai payé cher ma liberté », écrivait-elle. Émilie se sentait inspirée, mais aussi accablée par les parallèles. Sophie, adaptant à la vie rurale, fonda un groupe de soutien pour femmes LGBTQ+ locales. « C'est notre façon de riposter », dit-elle. Pourtant, des tensions internes surgissaient. Émilie, riche désormais, se sentait coupable de son privilège, tandis que Sophie luttait avec le sentiment d'être l'intruse. « C'est ton héritage ? Pas le mien », murmura-t-elle un soir. Une nouvelle crise éclata quand le père d'Émilie, ruiné par les frais judiciaires, tenta un suicide. Hospitalisé, il envoya un message: « Pardonne-moi. » Émilie, déchirée, se rendit à son chevet. Là, il avoua ses regrets: « J'ai été élevé ainsi. Mais tu m'as ouvert les yeux. » Était-ce sincère? Ou une manipulation? Émilie choisit de l'aider financièrement, mais à distance. Le pardon n'efface pas les blessures, confia-t-elle à Sophie. La société continuait de juger. Un article diffamatoire parut, accusant Émilie d'avoir volé l'héritage. Des manifestations conservatrices eurent lieu près du château. Émilie et Sophie durent engager une sécurité. Au milieu de cela, leur amour fut testé. Sophie, stressée, eut une rechute émotionnelle, se repliant sur elle-même. Émilie organisa une conférence au château pour sensibiliser aux discriminations familiales. Des dizaines de femmes vinrent, partageant leurs histoires. Cela apporta un sens à leur lutte, mais révéla aussi des divisions. Certaines accusaient Émilie de profiter de sa richesse. Une trahison plus profonde vint de la mère d'Émilie, qui, sous pression, témoigna contre elle dans un appel. « Elle a détruit notre famille », dit-elle. Émilie, anéantie, confronta sa mère: « Tu as choisi la peur sur l'amour. » La mère pleura, mais ne recula pas. Cela força Émilie à questionner ses racines. Sophie, loyale, proposa de tout abandonner pour une vie simple. L'argent ne vaut pas notre paix. Mais Émilie refusa: « C'est pour ça qu'on s'est battu. » Leur relation, renforcée par les épreuves, atteignit un point de non-retour quand Sophie reçut une offre de travail à l'étranger. « C'est une chance de recommencer », dit-elle. Émilie sentit la panique. Était-ce une fuite? Elles passèrent des nuits à débattre. Émilie admit ses peurs: « J'ai perdu ma famille, je ne peux pas te perdre. » Sophie resta, choisissant l'amour sur la carrière. Mais le prix était élevé, elle sacrifia une promotion. Le château devint un symbole de résistance, mais aussi de solitude. Émilie écrivit un livre sur son histoire, exposant les conflits. Cela attira l'attention, mais aussi des menaces. Les mois passèrent, et le château Moreau se transforma en refuge pour d'autres femmes en lutte. Émilie et Sophie, unies plus que jamais, organisaient des ateliers sur l'acceptation de soi. Pourtant, les cicatrices restaient. Émilie souffrait d'insomnie. Hantée par l'enlèvement, Sophie luttait contre la dépression post-traumatique. Un jour,
Une lettre de réconciliation arriva de la mère d'Émilie. J'ai quitté ton père. Viens me voir. Émilie, prudente, accepta. À Lyon, elles se retrouvèrent en larmes. J'ai été faible, admit la mère. Émilie pardonna, commençant un lent processus de guérison familiale. Le père, isolé, finit par reconnaître ses erreurs publiquement dans une interview. J'ai perdu ma fille par ignorance. Émilie le vit comme une victoire, mais refusa le contact direct. Sophie et Émilie, fortifiées, planifièrent un mariage symbolique au château. Des amis, militants, assistèrent, célébrant leur amour. Mais la société évoluait lentement, des lois progressaient. Mais les préjugés persistaient. Émilie, réfléchissant à tout, se demanda si le prix en valait la peine. Elles avaient gagné la liberté, mais perdu l'innocence. Leur histoire inspira beaucoup, mais divisa aussi. Le legs Moreau, autrefois un fardeau, devint un outil pour le changement. Elles fondèrent une fondation aidant les victimes de discrimination familiale. Pourtant, au crépuscule, Émilie posa une question à Sophie, avons-nous fait les bons choix? Sophie sourit, oui. Car nous sommes ensemble. Mais la vraie question reste, dans une société qui force les choix entre amour et famille. La rébellion est-elle toujours justifiée? Ou parfois un sacrifice vain?